Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et essayiste, avec David Jayes, essayiste, avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment empêcher les hommes de violer ?» Il est chapeauté ainsi des révélations sur les prédations sexuelles de l'abbé Pierre au procès des violeurs de Mazan en passant par l'affaire Philippine. Les scandales d'ampleur exceptionnelle ne doivent pas éclipser ce que Gisèle Halimi appelait dans un texte de 1978 que nous reprenons en ouverture de ce numéro la normalité du viol, c'est-à-dire la sordide banalité de violence commise par des hommes qui se sentent autorisés par la culture dans laquelle ils ont grandi, entre sentiment d'impunité, mépris de la personne et machisme ordinaire. Notre prochain enregistrement public aura lieu à l'école alsacienne dimanche 17 novembre. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Nous mettrons en ligne mercredi l'enregistrement des échanges que nous allons avoir avec le public venu ce matin. À partir du 23 octobre, donc le mercredi suivant, dans notre série « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné », nous mettrons en ligne le premier de 4 épisodes de notre conversation avec Aliette Martin et Olivier Giel, qui totalisent à eux deux un siècle au service de la comédie française et qui nous éclaireront sur le fonctionnement de la Maison de Molière. Je consacrerai d'ailleurs ma brève tout à l'heure au livre d'Aliette Martin, « Ma comédie française, une histoire intime », de la Maison de Molière, préfacée par Denis Podalides. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium, auquel vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à vous abonner. Vous pouvez vous le faire gratuitement. Vous pouvez aussi faire un don à cette occasion, contribuer à notre financement. Vous recevrez ce compendium dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Nous avons donc décidé d'aborder 2 sujets, celui de la gauche façon puzzle, titre que je croyais avoir inventé jusqu'à ce que je le retrouve dans le Canard enchaîné. Et c'est surtout Bernard Blier qui l'a inventé. Oui. Et Israël, ses responsabilités, ses adversaires et ses alliés. Commençons par la gauche. Après le bon score de Raphaël Glucksmann aux élections européennes de juin dernier, les socialistes pensaient qu'un espace s'entr'ouvrait entre le futur successeur d'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. La dissolution surprise annoncée par le président de la République est venue tout remettre à plat. Réalisée dans l'urgence en 4 jours face à la menace d'un rassemblement national dont les sondages prédisaient une victoire écrasante, le nouveau Front populaire a rassemblé la France insoumise, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste, le nouveau parti anticapitaliste. Sa mobilisation a permis à la gauche d'arriver en tête au second tour des législatives avec 178 députés. Toutefois, au Parti socialiste comme à la France insoumise, la rentrée s'est déroulée en ordre dispersé avec une éclosion de mouvements et de clubs. Les 5 et 6 octobre, lors de la première université de son mouvement Place Publique, Raphaël Glucksmann a officialisé son intention de se porter candidat au présidentiel de 2027. Il souhaite incarner, je le cite, une gauche sociale, européenne, humaniste, écologiste et féministe, et il a dessiné une voie girondine, ni succédanée du macronisme, ni populisme de gauche. Le même jour, Olivier Faure s'est invité à l'Homme, près de Lille, là où les socialistes nordistes tenaient leur rentrée. L'occasion pour le premier secrétaire du PS de compter ses soutiens et de marquer sa différence avec Glucksmann et avec les figures de son parti hostiles à une alliance avec le chef de file de LFI. La veille, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, lançait son propre mouvement, La France humaine et forte. Fin septembre, c'était la présidente du conseil régional de la nouvelle région Occitanie, Carole Delga, qui accueillait les 4e rencontres de la gauche avec notamment Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS en 2022 pour fonder le club La Convention, ainsi que Benoît Hamon, parti lui du PS en 2017 pour créer Génération à la gauche du parti, du côté de LFI.
Les dissidents, Alexis Corbière, Jean-Louis Bourlange, on vous entend dans le casque et donc à l'antenne, donc cessez de chuchoter à l'oreille de votre voisin, merci. Les dissidents, Alexis Corbière ou Raquel Garrido, qui se dénomment les insurgés, ont lancé l'après, tandis que François Ruffin a créé Picardie debout et que Gérard Filoche a lancé la gauche démocratique et sociale. Cependant, malgré les crispations qui rythment le quotidien de la coalition de gauche, socialistes, insoumis, écologistes et communistes feront front commun dans le marathon budgétaire des prochaines semaines. Mercredi, à l'Assemblée, le nouveau Front populaire a présenté 10 propositions fiscales qui prendront la forme d'amendements communs du NFP et permettront, selon eux, de dégager 49 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Sur cette question, David Jays. Oui, je pense qu'il y a 2 problèmes. Il y a un problème depuis environ 10 ans, depuis le quinquennat de François Hollande, qui tient au fond à l'ambiguïté de l'exercice du pouvoir de François Hollande. C'est-à-dire que François Hollande a été élu président de la République sur un programme et sur une promesse d'union de la gauche, avec des accents parfois très très à gauche au moment de sa campagne. On s'en rappelle, mon ennemi c'est la finance, la taxe à 75%, dont un certain Emmanuel Macron avait dit que c'était Cuba sans le soleil. Et puis, une fois arrivé au pouvoir, il a pratiqué une politique difficile à définir, mais que j'appellerais... c'est un mélange de centrisme gestionnaire, de politique de l'offre et un peu de matraquage fiscal dans le contexte de l'austérité relative, mais de la consolidation budgétaire, disons, au moment de la crise des dettes souveraines. Et cet écart entre la promesse de la campagne et la réalité de l'exercice du pouvoir, qui est consubstantiel à l'élection présidentielle française, puisque les campagnes présidentielles sont des machines à raconter n'importe quoi, a généré beaucoup de déceptions. On a vu que les frondeurs ont donné de la voix très vite dans le quinquennat de François Hollande et a alimenté l'idée d'une fracture ou de deux gauches irréconciliables, qui a été complaisamment alimentée aussi bien par Manuel Valls que par Jean-Luc Mélenchon. Et on voit bien que ça a donné un carburant supplémentaire à une gauche plus radicale, qui a toujours existé en France et dont l'étiage était déjà situé par Maurice Duverger autour de 8 ou 10% de l'électorat. Mais cette gauche plus radicale a retrouvé en quelque sorte les avant-postes de la gauche depuis à peu près 2005, au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen. C'est à peu près dans ces années-là que Mélenchon décide de rompre avec le Parti socialiste. Ensuite, il y a eu la crise des dettes souveraines et la mobilisation contre l'austérité. Ensuite, il y a eu le quinquennat de François Hollande et puis plus récemment, quand même, la question palestinienne. Et donc, si vous voulez, vous avez une gauche social-démocrate. Alors, j'utilise ce terme avec beaucoup de guillemets parce que je pense que la social-démocratie en tant que telle n'a jamais vraiment existé en France. Mais on va dire une gauche de gouvernement qui est groggy à la fois idéologiquement et sur le plan organisationnel depuis la fin du quinquennat de François Hollande, et une gauche radicale qui, elle, est un petit peu à l'offensive, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan politique. Et il est vrai que l'élection européenne aura au moins servi à ceci, avec le bon score de Raphaël Glucksmann, c'est qu'elle a redonné du lustre entre un Emmanuel Macron qui amorce plutôt la pente vers la fin de son quinquennat et une aventure politique qui est quand même un peu érodée, et une gauche radicale qui commence à saouler de plus en plus de gens. Eh bien, on sent qu'il y a un désir, un frémissement, une aspiration à une gauche de gouvernement. Et quand il y a frémissement, en général, il y a prolifération de personnalités. Donc évidemment, Raphaël Glucksmann qui a fait ce bon score aux élections européennes. On a beaucoup parlé de Bernard Cazeneuve durant cet été, notamment pour une éventuelle entrée à Matignon. On voit émerger des figures comme celle de Karim Bouamrane, on voit réémerger des figures comme celle de François Hollande. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnalités et pas énormément, pour le moment, d'idées. Et donc moi je pense, et je termine sur ça, que on peut pas simplement sauter comme un cabri en disant la social-démocratie, la social-démocratie. Je pense que si la gauche de gouvernement veut à nouveau exercer les responsabilités, elle a un véritable travail d'aggiornamento idéologique à faire, parce qu'elle a tout simplement cessé de penser depuis une trentaine d'années. Il y a des problèmes cruciaux.
comment on continue à produire de la richesse, car enfin la social-démocratie, c'est la redistribution des richesses. Mais encore faut-il en produire pour les redistribuer. Quand on voit la chute de productivité française, il faudrait s'attaquer sérieusement à cette question. La question de la mondialisation et des fractures qu'elle engendre, la question de l'immigration, la question d'une société qui est davantage multiculturelle. Bref, toutes ces questions, elle les a soit évitées, soit contournées en mettant la poussière sous le tapis. Et si elle veut un jour retrouver le chemin du gouvernement, je pense qu'elle sera obligée de les affronter. Je pense par ailleurs, et c'est ma toute dernière remarque, que ça ne pourra... Je fais un peu mon Jean-Louis là. Oui, j'ai l'impression que votre voisin de droite déteint sur vous. Ma toute dernière remarque, c'est que... Je suis vraiment accusé à tort. Alors vraiment... Même mes silences sont mis en accusation. Ils sont trop longs. Je dirais que j'ai tout à fait apprécié que François Bayrou invite Bernard Cazeneuve à Guidel, parce que je pense que la démocratie chrétienne et la social-démocratie ont des choses à faire ensemble dans l'avenir. Nicole Nisotto. Oui, moi je suis une très grande adepte des puzzles de 1000 pièces, voire 3000 pièces depuis le Covid. Et je peux témoigner du degré de patience, d'obstination, de concentration qu'il faut pour réussir à arriver avec une image magnifique. Moi, ce sont des tableaux de maître que j'essaye de refaire. Et donc, je ne suis pas sûre, en voyant la gauche d'aujourd'hui, que on ait toutes ces qualités pour arriver de nouveau à une unité de gouvernement. Mais je voudrais reprendre à partir de ce que disait David, avec peut-être petite différence avec lui sur l'historique. Comment on en est arrivé là? Et là, je crois que le point de départ, c'est une analyse très juste de Terra Nova en 2011, disant que la mondialisation étant ce qu'elle est, la classe ouvrière a disparu, la classe des salariés est dans un état de prospérité également continue, et donc la gauche doit se trouver un autre électorat que la classe ouvrière et les salariés. Et à l'époque, c'était parfaitement justifié, l'analyse était tout à fait correcte. La difficulté, c'est qu'à partir de là, la gauche historique, le Parti socialiste, a évolué et a cherché deux autres ancrages dans la réalité française, mais elle a trouvé des ancrages non pas dans la réalité des habitants, mais dans des concepts. Et on a eu une gauche écologiste et une gauche centrée sur l'identitaire. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que la gauche a oublié, d'une certaine façon, les électeurs et a fait de l'écologie en silo et de l'identitaire avec cette dérive wokiste que l'on connaît aujourd'hui. Mais je crois que c'est vraiment, au départ, à partir d'une analyse juste de l'électorat de gauche qu'il fallait revoir. Et aujourd'hui, on est dans une crise de la mondialisation où la question sociale redevient, alors que le Parti socialiste et la gauche l'a abandonné au profit de la question identitaire, le genre, le sexe, les femmes, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on est dans une analyse où la question sociale revient, et je crois que le dilemme de la gauche aujourd'hui, c'est comment va-t-elle reprendre la question sociale au détriment de la question identitaire. Et là, je fais référence aux analyses de Jérôme Fourquet sur l'archipel français. Il montre très bien que chacune des grandes familles politiques françaises a choisi une géographie française. Donc, les macronistes, c'est la ville. Madame Le Pen, le RN, c'est la ruralité ou le péri-urbain. LFI, ce sont les banlieues et les quartiers, comme on dit, et la gauche se retrouve sans rien. Et je crois que c'est là vraiment le défi. Alors, il y a cette bonne nouvelle du retour dans le discours de la social-démocratie, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait 40 candidats pour incarner la social-démocratie. Ça prouve qu'il y a une vivacité de nouveau du débat démocratique, mais je crois que la gauche n'a pas d'avenir si elle n'arrive pas à retrouver un ancrage social sans laisser pour autant les banlieues à LFI. Et le deuxième défi, c'est pas simplement de retrouver du sol français, mais c'est de réconcilier la question sociale et la question environnementale, puisque ce qu'on voit aujourd'hui avec les Gilets jaunes, c'est que la question sociale est en opposition frontale avec la question climatique. Donc ça fait beaucoup de travail pour la social-démocratie qui n'a rien à voir, je crois, avec ce qu'elle était ou ce qu'elle est dans les pays suédois, nordiques, etc., qui doit être réinventée d'un point de vue français. Marc-Olivier Pattis. Oui, moi je définirais le dilemme stratégique de la gauche un peu autrement. Je dirais qu'il est assez simple, c'est-à-dire
il se formule de la façon suivante: la gauche ne peut pas gagner sans union, mais avec LFI, elle est sûre de perdre. Et je pense que ce dilemme a été parfaitement décrit par l'historien du socialisme et politologue Gérard Grimbert, que Jean-Louis avait cité, je crois, en septembre, parce que c'était un papier... Que je m'apprête à reciter. Comment ? Que je m'apprête à Que tu reciter. t'apprêtes à citer également. Sur le site de Telos. Et Gérard Grimbert, donc si je peux me permettre de Il appartient à tout le monde. de devancer ton analyse, et rappelait en fait des éléments d'enquête d'opinion qui montraient deux choses différentes. La première, c'est que auprès des sympathisants socialistes, considéraient que LFI était un parti d'extrême gauche à 69%, qui attise la violence dans la société à 68%, qui est dangereux pour la démocratie à 57% et incapable de diriger le pays à 72%. Donc ça, c'est ce que pensent les sympathisants socialistes de LFI. Ils pensent que Jean-Luc Mélenchon ferait un bon Premier ministre à 7%. C'est beaucoup. Raphaël Glucksmann à 65%, un bon Premier ministre, 10 points au-dessus de François Hollande et 30 points au-dessus d'Olivier Faure. Mais en même temps, 88% des sympathisants socialistes estiment la coalition du nouveau Front populaire souhaitable. Donc c'est ça qui est un peu désarçonnant. Donc l'union de la gauche reste une priorité des électeurs et des sympathisants socialistes, soit par la force du mythe, soit par calcul électoral. Et donc on arrive à cette impasse apparente: pour gagner, il faut l'union, mais avec l'union, on est sûr de perdre. Alors toute la question à partir de là, c'est les offres politiques nouvelles auxquelles on a fait référence, sont-elles de nature à surmonter cette contradiction ? Donc l'offre de Raphaël Glucksmann ou d'autres, sont-elles de nature à dépasser cette question ? Alors, moi, je pense là que, en fait, l'analyse départage deux visions. Il y a deux visions possibles. C'est ceux qui pensent qu'on va revenir après le macronisme à un système bipartisan, bipolaire, bien organisé, et ceux qui pensent que la tripartition de la vie politique va rester en place. Et en fait, je pense que la question de l'union de la gauche, elle dépend de la réponse à cette question-là. C'est-à-dire, si on croit qu'on va revenir à un système bipartisan, l'union de la gauche est nécessaire pour gagner. Mais si on pense que la tripartition de la vie politique, c'est-à-dire avec une gauche, un centre macroniste, post-macroniste, comprenant aussi le MoDem, etc., et puis une droite aspirée par l'extrême droite. Voilà, si cette tripartition de la vie politique se met en place, telle qu'on la voit déjà aujourd'hui à l'Assemblée, dans ce cas-là, la stratégie d'union de la gauche n'a pas du tout le même sens. Et même, elle n'est pas nécessaire pour gagner ni pour gouverner. Surtout si on met en place ce que moi j'espère plutôt un système proportionnel pour les élections législatives qui permettrait de mettre au clair le fait que aucun parti ne peut prétendre à l'hégémonie à lui tout seul à l'Assemblée nationale. Et donc voilà, je crois que c'est ça la nouvelle équation politique. Le mot d'ordre qui a longtemps prédominé à gauche, aucun adversaire à gauche, doit changer et de devenir plutôt il y a des extrêmes politiques et des interlocuteurs en dehors des extrêmes. Je comprenais assez bien comment Jean-Luc Mélenchon avait ce score de 7 points. Je comprenais pas très bien pourquoi Raphaël Glucksmann avait un score de 65% de gens qui pensent qu'il ferait un bon Premier ministre. Et puis j'ai fini, je crois, par trouver une explication, c'est qu'il est creux. Et que chacun met à l'intérieur ce qu'il a envie d'y mettre et qu'à la fin, ça fait quelqu'un qui ressemble à celui qui est en face. Et que c'est peut-être aussi dans dans les figures de la politique, c'est une forme de personnage dont on verra plusieurs hologrammes. C'est d'ailleurs peut-être un hologramme. Jean-Louis Bourlanges. Oui, j'espère que vous n'allez pas jusqu'au bout de la phrase de Pascal. Le cœur de l'homme est creux et il ajoute est plein d'ordures. Oui, moi je suis assez sur la logique d'analyse de Marc Olivier. Je trouve
je suis beaucoup plus radical. Justement, j'ai beaucoup lu cet été la collection d'articles que Gérard Grimbert a donné à commentaire. Il y en a 4 au cours des 2 dernières années, 4 ou 5, sur le Parti socialiste. Et je suis arrivé à une conclusion qu'esquisse Grimbert, mais qu'il ne formule pas comme ça, c'est que le socialisme n'existe pas en France et n'a jamais existé. Et ça, c'est une réalité très préoccupante. Les socialistes ont existé, ils ont été au gouvernement, il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons, il y en a eu des sympathiques, il y en a eu des méchants, il y en a eu des ouverts, il y en a eu des sectaires. On a tout vu. Celui qui a le mieux réussi n'était pas socialiste, c'est le président Mitterrand. Mais le socialisme n'existe pas. Et alors d'abord, vous avez, notamment David a hésité à le nommer. Alors on dit social-démocrate, puis on se reprend en disant bah non, c'est pas la social-démocratie. Alors effectivement, quand vous voyez la différence entre l'approche non seulement de Bernstein, mais même de Kautsky en Allemagne, des Scandinaves, des Anglais et des socialistes français sur la social-démocratie, c'est absolument le monde à l'envers. La social-démocratie, c'est la prise en main du mouvement politique par le mouvement social. C'est le système français, depuis la charte d'Amiens, c'est le contraire. C'est la rupture totale entre le mouvement social et le mouvement socialiste, sauf à travers la prise en main bolchevique, léniniste, néo-blanquiste d'inspiration lénino-stalinienne. Bon, vous avez deuxièmement Bernstein et Kautsky disent très clairement il y a un mouvement parallèle entre l'émancipation du peuple, de la classe ouvrière et la prise de pouvoir parlementaire. Le combat pour donner une démocratie à l'Allemagne est parallèle, démocratie politique, à celui. Bon, nous, pas du tout. On sépare ces deux choses et depuis la Commune de Paris, il y a une méfiance instinctive très forte et explicable par le traumatisme qu'a représenté la Commune de Paris entre la démocratie et puis pas seulement la Commune de Paris, parce que derrière il y a 1848, c'est quand même l'élection au suffrage universel qui quelques mois, mais tout près, explique les journées de juin et la répression contre la classe ouvrière. Donc méfiance absolue de la classe ouvrière à l'égard du régime politique. Et puis surtout, ce qu'on voit, et ça c'est qu'il n'y a pas de doctrine claire, même chez Léon Blum. Léon Blum est formidablement subtil, mais il n'y a pas de doctrine claire, même au Congrès de Tours. L'expression, il n'arrive pas à se distinguer du Staline. Il a horreur du stalinisme. C'est un intellectuel libéral, très respectueux des droits, extrêmement estimable. Donc il ne peut pas cautionner Lénine et Staline, mais en même temps, il n'arrive pas à s'en détacher. Il dit le foyer, nous resterons dans le discours du Congrès de Tours, le foyer restera commun. Il a un mal fou à ne pas adhérer à la troisième internationale, qui est l'internationale, le Comintern en fait, l'internationale léniniste. Il a une difficulté, et tout le temps, ils ont une difficulté extrême à se séparer. Et si les communistes ne sont pas au pouvoir avec eux en 36, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu entrer. Et toute l'histoire du Parti communiste, du Parti socialiste, est conditionnée par le Parti communiste. Quand ils rompent avec le Parti communiste en 47, c'est parce que vraiment Staline l'a décidé, avec les grèves insurrectionnelles, avec l'idée que la guerre froide impliquait une guerre de classe, et ils n'ont pas le choix. Donc c'est très intéressant. Et la doctrine politique, démocratique, là aussi elle est très fragile. Jamais les socialistes n'ont vraiment rompu avec le refus de ce que j'appellerais la pluralité des intérêts légitimes. Vous savez, la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, qui est une des perles de Simone de Beauvoir, la vérité est une et l'erreur multiple, ce n'est pas par hasard que la droite professe le pluralisme, qui est quand même une assez belle sottise, il faut reconnaître. Et bien, ça, c'est quand même quelque chose de profondément inscrit. Si bien que, en réalité,
sur leur politique économique, sur leur politique institutionnelle et sur leur politique internationale, ils se sont en fait branchés sur une doctrine qui n'était pas la leur et qui est celle du Parti radical. Le keynésianisme, ça vient du capitalisme revu et corrigé, c'est typiquement un capitalisme de gauche, un réformisme de gauche. La doctrine démocratique sur le pluralisme politique, etc., auquel ils adhèrent, c'est comme ça vient aussi du Parti radical, et la doctrine internationale, la deuxième internationale, elle les met en parallèle avec le libéralisme, avec l'internationale libérale et l'internationale démocrate chrétienne. Donc, ils ont été en permanence à côté de leurs chaussures. Et ça, c'est quelque chose. Celui qui a compris ça très tardivement, qu'il a vécu, c'est à mon avis Léon Blum. Léon Blum a découvert qui il était au procès d'Orion. Le procès d'Orion, là, il s'est trouvé en phase avec lui-même, parce qu'il s'agissait, face aux nazis, face aux collabos, face à Pétain, de défendre les valeurs fondamentales qui étaient les siennes, en tant qu'homme de gauche et en tant que républicain. Et il avait le temps, puisqu'il était en prison, il a préparé ce procès avec un luxe de détails, de précision, de travail, un talent extraordinaire, et il a pulvérisé ses juges. Le grand Léon Blum, c'est celui d'Orion. Et après, il a fait le virage. Il a fait le virage en 47. C'est eu la rupture avec les communistes, c'est-à-dire le moment où Ramadier, je dis ça parce que c'est quand même, ça explique beaucoup de choses sur maintenant. Ramadier vire les communistes du gouvernement parce qu'ils étaient en état d'opposition totale. Il y a 3 personnes qui concourent à cette. Il y a Ramadier, qui était un socialiste qui avait été indépendant, qui avait été proche de Déa avant la guerre, mais qui n'avait pas du tout suivi Déa, puisqu'il l'avait récupéré dans le Parti socialiste, parce qu'il avait eu le courage de voter contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il y avait d'autre part le président de la République, Auriol, et troisièmement le pape, c'est-à-dire Léon Blum. Et le secrétaire général, qui avait été Guy Mollet, qui avait été élu par la gauche contre Daniel Meyer, le candidat modéré soutenu par Blum, a été ulcéré. Et il a été obligé d'accepter, et il a provoqué immédiatement le départ de Ramadier du gouvernement. Donc ce passé est très important. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ils sont dans la même situation. Alors j'avais plein de choses à dire, mais je vais pas les dire. Mais dans la deuxième partie. Le problème fondamental, c'est un sondage qui a été commenté dans Télos par Grimbert, est très clair. C'est celui auquel Marc-Olivier faisait allusion. Les sympathisants socialistes disent on n'aime pas Mélenchon, on n'aime pas ses méthodes, on n'aime pas son programme. On n'a pas envie qu'il arrive au pouvoir, mais on est pour l'union de la gauche. Et là, cette schizophrénie, elle s'explique parce que le Parti socialiste a toujours été, en France, le remords, le parti du remords. Et c'est grave. Alors Glucksmann a réussi. Pourquoi il a réussi? Parce que la bloc majoritaire a fait la campagne la pire qu'on pouvait imaginer. Moi, combien j'ai vu de gens qui votaient Macron, qui ont dit on va voter Glucksmann. Donc il a réussi. Mais depuis 3 mois, personne n'a fait l'aggiornamento idéologique. Personne ne sait où sont les socialistes, où serait l'union de la gauche. Sur l'Ukraine, sur l'Europe, sur le système de production, sur l'organisation du système social, sur la démocratie représentative par rapport, sur le wokisme. Tous ces problèmes ont été complètement écartés et vous ne pouvez pas construire quelque chose si vous ne le posez pas. Mais si vous posez ces problèmes, le Parti socialiste serait amené à conclure des accords avec la Macronie et ça il a en horreur. Donc c'est cette double impossibilité qui explique à la fois l'échec de la gauche et la grande souffrance du bloc central. Il y a un impensé dans cette histoire du Parti socialiste et de ses rapports, c'est le rocardisme. Mais David Jayes, on y reviendra. Vous pouvez aussi, si vous... Je pense que Marc-Olivier et Jean-Louis, avec des perspectives différentes, pointent tous les deux le dilemme et l'ambiguïté dans laquelle la social-démocratie française a toujours été placée. Simplement, vous oubliez un terme qui est le mode de scrutin. C'est-à-dire que du moment où vous changez le mode de scrutin pour aller vers un scrutin vraiment proportionnel, vous permettez à chaque sensibilité politique de concourir sous ses couleurs. Je ne crois pas qu'il y ait une tripartition du paysage politique français. En fait, il y a des sensibilités politiques qui sont plus nombreuses que 3.
Il y en a 6 ou 7. Il y a une gauche radicale qui a toujours existé et qui a toujours récolté autour de 10% des suffrages, qu'elle fût trotskiste, lambertiste, communiste, etc. Il y a une gauche qui oscille entre le radicalisme et la gauche de gouvernement et la social-démocratie, qui a toujours eu un socle entre 12 et 15%. Il y a une composante écologiste qui s'est renforcée. Il y a des centristes, il y a des démocrates chrétiens, il y a des libéraux, il y a des conservateurs. Et le changement du mode de scrutin, associé à d'autres changements, serait décisif pour justement permettre à chacun d'exprimer sa sensibilité et ensuite de composer des accords de gouvernement. Et puisque Jean-Louis a appelé à un aggiornamento, regardons un peu l'avenir. Je pense que nous faisons face à une situation géopolitique dans laquelle la démocratie libérale est très sévèrement attaquée. Qui sont les démocrates de combat aujourd'hui? J'en vois du côté de Raphaël Glucksmann et de la gauche de gouvernement, j'en vois du côté de la démocratie chrétienne et du centre. Donc là, vous voyez qu'il y a des points de convergence politique. Deuxièmement, si la social-démocratie veut renaître en tant que telle, il faut qu'elle s'ancre, je dis bien s'ancre, pas se réancre, dans le monde du travail. Je vais reprendre une proposition qui avait été faite il y a longtemps par Alain Minc, qui disait il faudrait que on propose chaque année sur la feuille d'impôt à tous les Français d'adhérer à un syndicat. Et puis s'ils veulent pas adhérer, ils cochent la case « je n'adhère à aucun syndicat ». De la même manière qu'en Allemagne, il y a un impôt sur les cultes où vous cochez la case du culte auquel vous voulez donner un écho, et puis si vous croyez à rien, vous cochez la case « je ne crois à rien ». Ça augmenterait significativement les effectifs du monde syndical, et plus les effectifs du monde syndical augmentent, plus le monde syndical devient réformiste. Troisièmement, parce qu'on n'en parle pas assez dans cette émission, la transformation écologique. C'est quand même un défi majeur. L'atténuation, l'adaptation, Eh bien, aujourd'hui, il n'y a qu'une social-démocratie qui est capable d'accompagner cette transformation de manière négociée, de manière contractuelle, avec une méthode, justement, décentralisée, contractuelle, négociée. Donc, vous voyez, la défense de la démocratie libérale, l'ancrage dans le monde du travail, l'accompagnement de la transformation écologique, c'est pas des petits défis. J'ajouterais même, s'agissant de l'immigration, un discours à la fois réaliste et en même temps d'efficacité sur la gestion de nos flux migratoires et sur l'intégration dans la société française. Et Jean-Louis, vous serez peut-être pas d'accord là-dessus, mais la démocratie chrétienne et le centre ont longtemps fait alliance avec la droite, parce que ça faisait partie de la géographie politique française. Moi, je vois aujourd'hui une droite qui dérive de plus en plus vers l'extrême droite et qui, au fond, est symétriquement soumise au même dilemme stratégique que le Parti socialiste. Moi, je crois au contraire que dans la tectonique des plaques de la politique française, le centre et le centre-gauche ont des choses à faire ensemble. Nicole Nisotto. Oui, alors, merci David d'avoir redit ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la gauche ne sera pas un parti de gouvernement si elle ne retrouve pas la question sociale et la question environnementale. Mais je voulais juste ajouter une note extrêmement pragmatique, presque cynique à l'analyse formidable de Jean-Louis et à la question que posait Marc-Olivier. Pourquoi la gauche, malgré tout, veut l'union de la gauche? Parce que quand on regarde les résultats électoraux, ça marche. Le Parti socialiste avait 27 députés en 2022. Il en a eu 69 en 2024 grâce au nouveau Front populaire. Non, ça marche pas. Pardon, mais c'est non, mais ça c'est la magie des chiffres. Mais il faut pas rigoler. S'il y avait pas eu la perspective du Rassemblement national, on n'aurait pas eu ces chiffres-là. Marc-Olivier Padis. Juste une note de bas de page à la présentation formidable de Jean-Louis. On parle toujours d'aggiornamento de la gauche française. Je crois que si on reprend d'un point de vue historique, un des points, il y a deux points tout à fait cruciaux qui distinguent la gauche française de la social-démocratie telle que on peut la voir en Allemagne et en Angleterre, dans les pays scandinaves. C'est d'une part l'héritage révolutionnaire. Il y a quand même cette grande question de la révolution qui surplombe l'identité politique de la gauche. Et puis, deuxièmement, comment est-ce que la gauche française s'est appropriée la question sociale et la question du travail? C'est en reprenant à son compte la doctrine républicaine, en fait, du solidarisme, élaborée par Léon Bourgeois à la fin du 19e siècle, qui est la version républicaine de la solidarité, qui passe par le service public et l'État. Et l'État a une place en France qui n'est absolument pas comparable à celle qu'elle peut avoir en Angleterre, en Allemagne ou même dans les pays scandinaves. Et donc la question fondamentale de la gauche, en fait, c'est plutôt par rapport à ce qu'on attend de l'État et de la place de l'État. Je vous remercie. Je vous rappelle, mes chers camarades,
que nous avons une deuxième partie de cette émission qui consiste à répondre aux interventions et aux questions de notre public. Et par conséquent, je vous invite dans le sujet suivant à être encore plus bref que vous l'avez été dans le premier sujet. Israël, ses responsabilités, ses adversaires et ses alliés. Des failles béantes sont apparues en Israël avant, pendant et même après la violente attaque terroriste menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Les services de renseignement israéliens ont fait défaut. Les réponses dans les premières heures n'ont pas été à la hauteur. Mais au-delà, c'est tout un système qui est interrogé. La poursuite de la guerre et son extension aujourd'hui à toute la région du Moyen-Orient permettent au Premier ministre israélien, en se maintenant au pouvoir, de retarder aussi la mise en place d'une commission d'enquête devant établir les responsabilités dans les événements du 7 octobre. Depuis ce 7 octobre, un réseau de groupes paramilitaires unis par leurs oppositions à Israël et aux États-Unis a accentué ses attaques contre Israël, milices chiites en Irak et en Syrie, Hezbollah au Liban, Hamas et Djihad islamique à Gaza, Houthis au Yémen, chacun entretenant des liens avec Téhéran. Si l'Iran ne semble pas avoir été prévenu par le Hamas de l'attaque du 7 octobre, il voit cependant ses proxys détruits les uns après les autres et ces deux frappes de missiles contre Israël, les 13 et 14 avril et le 1er octobre, guerre efficace, n'ont pas changé la donne. Le guide suprême, Ali Khamenei, a prévenu le 4 octobre que ses alliés, principalement le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, poursuivraient le combat contre Israël. Dimanche dernier, le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a menacé l'Iran de frappes similaires à celles menées à Gaza et Beyrouth. Et un an plus tard, l'Iran se retrouve donc en première ligne face à un Israël soutenu par les Occidentaux et la majorité des pays arabes. Les États arabes qui ont signé des accords de paix avec Israël, d'abord l'Égypte en 1978, la Jordanie en 1994, comme ceux qui ont signé les accords d'Abraham en 2020, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan, n'ont pas rompu leur lien avec l'État hébreu, bien au contraire, puisque certains ont participé, comme la Jordanie, à la défense du ciel israélien contre l'Iran. Alliés majeurs d'Israël, les États-Unis se sont montrés incapables d'obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza en échange de la libération des otages, pas plus qu'ils ne sont parvenus à imposer une solution au Liban. Protégeant avec ses propres moyens militaires le ciel israélien contre les missiles iraniens, Washington continue de fournir des armes à Tsahal. Elle tente de peser aujourd'hui pour calibrer la réponse israélienne au bombardement du 1er octobre, afin que Tsahal ne s'en prenne ni au programme nucléaire, ni aux installations pétrolières. Emmanuel Macron a appelé à stopper les livraisons d'armes utilisées par Israël à Gaza et a ajouté que la France ne tolérera pas que l'armée israélienne vise à nouveau délibérément les casques bleus sur cette question. Nicole Nisotto. Alors, pour préparer cette émission, j'ai réécouté la première émission que nous avions faite dans cette même salle le 15 octobre 2023. Et je dois rendre hommage, comme souvent, à Jean-Louis, où il avait eu cette analyse. On voit très bien la stratégie militaire de Netanyahou, on ne voit pas du tout sa stratégie politique. Et un an après, cette citation de Jean-Louis Bourlange reste parfaitement vraie. Aujourd'hui, on voit bien la stratégie militaire de Netanyahou, et d'ailleurs de l'aveu même du chef d'état-major israélien, c'est une stratégie militaire qui est quasiment arrivée à un succès total, mais on ne voit pas la stratégie politique. Alors, un mot sur la stratégie militaire. Ils ont tué la plupart des responsables du Hamas et du Hezbollah. Alors, au prix d'un échec, évidemment, pour l'instant, c'est la question des otages, et au prix d'une escalade géographique assez sidérante, pas seulement le Liban et l'Iran, comme on le voit d'habitude, mais une escalade en Cisjordanie, dont on parle très peu, mais qui est très très réelle. Plus de 5000 nouvelles unités de logement en juillet, 20 000 nouvelles unités de logement depuis un an, avec d'après Médecins du Monde, plus de 500 morts palestiniens en Cisjordanie. Et dernière escalade, une escalade contre la communauté internationale, avec ces frappes ou ces erreurs de frappe contre la FINUL. Mais quand on voit l'extrême précision, l'extrême excellence technologique de Tsahal, on arrive mal à croire que c'est une erreur ou d'appréciation qui les a amenés à toucher à la FINUL. Et donc, sur le plan militaire, je crois qu'il y a véritablement une victoire
une stratégie bien pensée, y compris l'escalade mesurée. Sur le plan politique, on ne voit rien venir. Il y a évidemment une stratégie personnelle de Netanyahou qui est d'éviter effectivement d'aller... il a un procès pour 3 affaires de corruption et on voit très bien que ça marche. On voit également une stratégie d'appareil, faire oublier l'échec monumental des services de renseignement et de l'armée israélienne lors du 7 octobre. Et maintenant, on commence, même si le gouvernement refuse une commission d'enquête, on a, par le New York Times, par Haaretz, on a des éléments qui prouvent l'échec total des services de renseignement et l'échec dans l'analyse du Hamas. On ne voit pas la stratégie politique, sauf celle qui est d'assurer la sécurité d'Israël à très long terme par une guerre perpétuelle, par une guerre sans fin. Et je vois que Philippe veut absolument donner la parole à Jean-Louis, ce que je comprends. Mais je voudrais quand même dire je voudrais surtout qu'on tienne à l'intérieur. Je voudrais qu'on tienne à l'intérieur de l'heure qui est la nôtre. Pardon ? Je voudrais surtout qu'on tienne à l'intérieur de l'heure qui est la nôtre. C'est cette absence de stratégie politique qui fait que les alliances d'Israël aujourd'hui sont des alliances difficiles. Il y a une alliance indestructible mais impuissante, ce sont les États-Unis. Il y a les alliances honteuses qui sont les États arabes, qui sont tous des alliés honteux d'Israël. Et il y a les alliances tragiques qui sont les Européens, mais on y reviendra. Jean-Louis Bourlange. Oui, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que je suis en plein accord avec ce que vient de dire Nicole, qui était d'accord avec moi. Donc la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Ce que je veux dire par rapport à il y a un an, moi je suis pas du tout d'accord. Je crois que ce que nous mesurons très profondément, c'est à quel point l'attitude d'Israël, du peuple israélien, est profondément différente depuis le 7 octobre. Je crois que on avait un gouvernement qui était très marqué par l'extrême droite, mais là, le peuple israélien n'est pas d'extrême droite, mais il a vécu très fortement à travers évidemment l'opération du 7 octobre, les massacres en masse du 7 octobre, et qui ont été avec une sorte de piqûre de rappel du raid iranien, qui a quand même été quelque chose de très traumatisant de voir tous ces missiles dans le ciel israélien, a donné aux Israéliens un sentiment profond de la précarité. Or, la précarité, pour un juif, c'est quelque chose qu'il connaît. Et donc, il y a un changement profond d'attitude. Maintenant, je crois que, fondamentalement, les juifs, qu'ils soient en Israël ou ailleurs, et notamment en France, se disent c'est notre peau, on joue notre survie, notre peau. Alors c'est tout à fait légitime comme sentiment, ça aboutit à des conséquences qui sont assez préoccupantes et qui sont celles qui ont été rappelées. La bénédiction et la malédiction d'Israël, c'est la toute-puissance de Tsahal. C'est évidemment une armée qui domine qui a une supériorité militaire par rapport à toutes les armées qui l'entourent. Ils pourraient faire les Israéliens, la devise de Louis XIV, qu'on voit sur les canons qui sont aux Invalides, nec pluribus impar. J'en vaux plusieurs. Et effectivement, ils arrivent à affronter simultanément les proxys, l'Iran, éventuellement la Syrie. Ils ont peur de rien. Et comme ils n'ont peur de rien, ils se dispensent depuis le début d'avoir une perspective politique. Et ça, c'est ce que j'avais marqué à l'Assemblée nationale, c'est ce que Nicole a rappelé, et c'est catastrophique. La guerre non clausewitzienne, la guerre sans perspective politique, Clausewitz le montre très bien. La guerre, quand vous n'avez pas de perspective politique, on passe à la guerre absolue. L'analyse de Clausewitz, c'est que seules les considérations politiques, c'est-à-dire le but que l'on poursuit par rapport au coût auquel on expose, permet de stabiliser la violence à un niveau... Et là, on est donc engagé dans quelque chose de terrifiant qui s'appuie sur le fait qu'on est entouré, je crois que les faux alliés ou les alliés hypocrites, comme dit Nicole, c'est très juste, de puissances arabes qui s'en fichent complètement. On est adossé à une Amérique qui est extrêmement vacillante et qui a un risque assez raisonnable de voir arriver un adepte de la réelle politique à court terme comme Trump. On est donc dans une situation
où la pure violence va régir. Alors c'est déjà le cas. Hein. On a eu le printemps arabe et Fillon avait bien montré que c'est le printemps arabe qui avait provoqué les réactions et notamment la terrible répression syrienne. On a donc dans un monde saturé par la violence, on a ça. Et où est-ce que ça mène? Ça, c'est extrêmement incertain. Pour l'instant, les Américains semblent s'opposer, enfin, ne donnent pas aux Israéliens les moyens de bombes perforantes suffisamment puissantes pour détruire le système nucléaire iranien. Les Israéliens en ont la tentation, c'est évident. Les Iraniens ont tendance à attendre, si tant est que leur régime tienne le coup, mais ils tiennent le coup par la violence, à attendre que ça d'être eux-mêmes équipés, et on est dans un système vraiment terrible. Moi, je me rappelle ce que m'avait dit un grand ami qui avait été fonctionnaire international, et il m'avait dit, le problème aujourd'hui, c'est qu'Israël est devenu un État arabe comme les autres. David Jayes. Alors je vais devoir briser cet unanimisme en marquant quelques différences. Attends, tu n'as pas encore entendu Marc-Olivier. Ah, c'est vrai. Cet unanimisme circulaire entre Jean-Louis, Nicole, Jean-Louis... C'est pas un unanimisme, c'est peut-être une unanimité, mais pas un unanimité. Nous ne sommes pas partisans de l'unanimité comme doctrine. Je pense que la stratégie... Il ne faut pas que les succès opérationnels rencontrés récemment face à Hezbollah masquent un certain nombre d'échecs, y compris militaires, à Gaza. Le propre de l'opération militaire, c'est la proportion des moyens et des fins. Aujourd'hui, à Gaza, nous avons une guerre dont l'objectif était la destruction du Hamas et le retour des otages. Je rappelle qu'il y a encore plus de 60 otages qui sont retenus à Gaza. Il y en a une cinquantaine qui sont morts. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un succès. Les tunnels ne sont pas tous détruits. Il y a un certain nombre de brigades. Alors, c'est vrai que je crois que 10 brigades sur 12 ont été éliminées, mais il y a encore des éléments opérationnels qui agissent à Gaza. Donc, et surtout, à quel prix? Toutes les infrastructures vitales ou presque de la bande de Gaza sont détruites. Il y a des dizaines de milliers de morts. Donc moi, j'appelle pas ça un succès militaire. Voilà, j'appelle pas ça un succès militaire. C'est une guerre totale, indiscriminée, qui aura des conséquences graves sur la suite. Ensuite, donc face à Hezbollah, je pense qu'effectivement, il y a eu une série de succès qui sont liés à l'excellence du renseignement, parce qu'on n'élimine pas Hassan Nasrallah et on réussit pas l'opération du Beeper sans des informations de haut vol. Donc il faudra un jour qu'on ait plus d'informations sur ce qui a permis ce succès. Mais derrière Hezbollah, c'est l'Iran. Et quelle est la stratégie vis-à-vis de l'Iran? Ça, je ne le sais pas. Donc, parler de succès militaire, probablement face au Hezbollah, dans les autres situations, je ne suis pas d'accord. Et s'agissant des perspectives politiques, globalement, je suis en accord avec ce que vous dites. Je pense que, en fait, cette incapacité à dégager une stratégie politique est liée à la profonde division du cabinet de guerre israélien. Et dans ces cas-là, le dénominateur commun, c'est le chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire, il faut laisser dériver la guerre le plus longtemps possible parce que c'est le seul facteur d'unité entre des gens qui n'ont pas la même vision de la suite. Il y a des gens dans le cabinet israélien qui pensent que Gaza doit devenir une station balnéaire ou un parking. Et il y a des gens, à l'inverse, qui pensent qu'il faut une administration temporaire et qu'ensuite, il faut la restituer aux Palestiniens. Quand vous avez une telle divergence au sein même d'un gouvernement ou d'un cabinet militaire, comment voulez-vous formuler une stratégie politique pour la suite? Et il y a une bonne manière de voir à quel point l'absence de perspective politique marque ce cabinet israélien, c'est l'inflation du vocabulaire eschatologique. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou se réfère de plus en plus à la Bible et au livre des prophètes d'Isaïe pour justifier ses opérations militaires, ce qui montre à quel point on n'a pas théorisé politiquement la suite. Marc-Olivier Padis. Oui, en complément, moi je dirais, il y a un risque, ça je le redis, il y a un risque d'hubris guerrier qui est manifeste, mais le quiproquo, j'ai l'impression, si je comprends la situation israélienne, c'est que les militaires demandent plutôt des perspectives et c'est les politiques qui, et notamment Netanyahou lui-même, qui s'enferment dans cette logique guerrière, qui fait qu'aujourd'hui, il y a 6 fronts ouverts, quand même, en même temps. Gaza, le Sud-Liban, les Houthis, la Syrie, l'Irak et l'Iran.
Ça fait quand même beaucoup. Là, je rejoins David, quand même quelque chose qu'on ne peut pas qualifier de succès, même d'un point de vue strictement opérationnel, d'un point de vue militaire. D'abord, Sinwar, le chef du Hamas, n'a pas été attrapé. Et puis, il y a 1 900 000 déplacés palestiniens. C'est quand même, plus toutes les victimes civiles. Et le fait que les militaires israéliens sont exposés à la critique de commettre des crimes de guerre documentés. Et donc, dégradation de l'image internationale d'Israël et incompréhension d'une grande partie des Israéliens contre les critiques qui leur sont adressées par la communauté internationale. C'est très préoccupant. Alors, je pense juste pour compléter que aujourd'hui, l'action du gouvernement israélien repose sur 2 partis pris qui me semblent risqués. Le premier, c'est l'idée que l'Iran est incapable de riposter. Et le deuxième, c'est que le soutien des États-Unis restera indéfectible. Et sur ces 2 points, moi, je suis hésitant. Il suffit que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, et pour ça, il suffit d'un tir bien ajusté sur un supertanker pour qu'on ait une nouvelle crise pétrolière mondiale qui aurait des effets très très puissants, notamment sur l'économie européenne plus que sur l'économie américaine. Et puis, comme l'a dit Jean-Louis, le soutien américain paraît aujourd'hui vacillant, pas simplement parce que si Trump arrive au pouvoir, on ne sait pas du tout ce qui pourrait se passer, mais que au sein même des démocrates, il y a un débat qui est très très vif maintenant, avec une base du Parti démocrate qui trouve que le soutien inconditionnel à Israël pose des problèmes, surtout avec les ventes d'armes. Et donc, il y a beaucoup de discussions qui sont engagées pour savoir s'il faut conditionner les ventes d'armes à Israël. Et donc, sur ces 2 points, si l'Iran montre qu'il est capable de riposter et si les États-Unis vacillent, on se retrouve devant une situation de guerre perpétuelle dont je ne vois pas comment elle pourrait déboucher sur quelque chose de bon. La suite dans nos échanges avec... Je voudrais dire un mot quand même. Si c'est un mot, oui, non, mais... un mot rapide. Ce que je suis... un mot rapide, c'est une menace. David pratique quelque chose qui est assez courant et qui est d'inventer un désaccord. En réalité, quand vous reformulez ce qu'il a dit, on a dit exactement la même chose. J'ai pas parlé de succès, j'ai parlé de supériorité militaire et j'aurais pu citer Pierre Boulez, le marteau sans tête. Non, 100 mètres. 100 mètres, pardon. C'est le marteau, oui. C'est la même chose. Pareil. Donc, on est dans un système de pure violence militaire. C'est ça que j'ai dit. C'est ça qu'il a dit. Le désaccord est à trouver. C'est entendu. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves que je vais introduire brièvement pour recommander, je l'ai dit tout à l'heure, le livre d'Aliette Martin, Ma comédie française, une histoire intime de la maison de Molière. Aliette Martin était pendant 40 ans dans l'ombre des administrateurs généraux de la comédie française successive, de Pierre Dux à Éric Ruff. Elle a une façon à la fois humoristique, tendre, quelquefois avec une colère maîtrisée, de raconter le fonctionnement de la troupe, de raconter les différents metteurs en scène, de raconter aussi bien les difficultés que prose l'introduction d'un auteur étranger, en l'occurrence Tennessee Williams, au répertoire de la comédie française, condition sine qua non pour que cet auteur soit joué à la salle Richelieu, que des colères de Bob Wilson quand il s'agissait de mettre en scène, d'une manière d'ailleurs, bref, je ne la commenterai pas, les fables de La Fontaine, ou aussi les conflits entre la troupe et l'administrateur général, ce qui a été le cas à la fin du mandat de Muriel Mayette. Et puis, on apprend aussi un certain nombre de choses sur le fonctionnement de la Société des comédiens français et cette chose très mystérieuse qui s'appelle le comité, qui se réunit une fois par an et qui se transforme assez souvent en comité de la hache, c'est-à-dire en comité qui pousse vers la porte des membres, soit des sociétaires, soit des pensionnaires. Jean-Louis Bourlange. C'est donc les brèves, si je comprends bien. Je voudrais c'est-à-dire que cette vivacité d'esprit... oui, je suis un peu dans la lune en ce moment. Je voudrais recommander le livre d'une universitaire remarquable, une comparatiste, mais qui est Henriette Le Villain, qui avait fait une thèse remarquable sur Saint John Perse. Elle fait une thèse, c'était assez habile, ça, assez dur, sur les traductions anglaises de Saint John Perse. Et elle a consacré une grande partie de ses travaux à Alexis Léger, donc qui est la version diplomatique de Saint John Perse, si je puis dire. Et là, elle nous livre un livre sur une personne tout à fait
ça m'a beaucoup impressionné de lire ce livre parce que c'est d'une infinie tristesse. C'est une biographie de Catherine Mansfield, restée vivante à tout prix, et c'est bien ça. Et cette romancière qui est essentiellement connue pour un livre, La Garden Party, mais qui en a écrit plusieurs autres, et elle fait un portrait de cette femme qui a été foudroyée à 35 ans par la tuberculose, qui est vraiment une incarnation de l'Angleterre qui passe de la période victorienne ou édouardienne à l'Angleterre moderne, dont Virginia Woolf disait que c'était la seule personne dont elle avait été jalouse littérairement. Et cette vie pathétique est une hésitation, pas une hésitation, mais une oscillation entre l'idéal et la sensualité, entre la souffrance, la tuberculose, la sienne, celle de son mari, et la mort, entre la Nouvelle-Zélande dont elle est issue, et l'Angleterre et la France dans laquelle elle a vécu. Elle a eu des tas d'aventures, notamment avec Francis Carco. Enfin, tout cela est à la fois très intense et profondément désespéré et désespérant. Je ne sais pas si Henriette Le Villain a voulu donner cette impression, mais moi, je l'ai ressenti en lisant ce livre. Donc, lisez-le quand même, parce que c'est une personne qui mérite le détour, Catherine Mansfield, même si, effectivement, vous ne sortirez pas de ce livre sans avoir une certaine amertume au cœur. Il faut le lire avec un pot de vitamine D à proximité. David Jays. J'avais déjà recommandé dans cette émission le précédent livre de l'historien moderniste Jérémy Foa qui s'appelait « Tous ceux qui tombent » sur les massacres de la Saint-Barthélemy. Il vient d'en commettre un autre qui s'appelle « Survivre » et qui, toujours fidèle à cette histoire inspirée de la sociologie de Chicago, se pratique à hauteur d'homme et à hauteur de situation. Et donc, il nous livre une description magistrale de ce que c'est que de vivre au quotidien dans les guerres de religion et dans la guerre civile en général, parce que il y a des échos à trouver avec d'autres situations de guerre civile. C'est un effondrement fiduciaire, la guerre civile. C'est-à-dire, on ne peut plus faire confiance dans les hommes. Ils se dissimulent, ils simulent. On ne peut plus faire confiance dans les lieux. Le lit ou la chambre à coucher, qui sont la zone de sécurité par excellence, peuvent devenir le tombeau. On ne peut plus faire confiance dans les mots et dans le sens des mots. Un mot peut dire quelque chose pour une faction et exactement l'inverse pour une autre faction. Bref, on ne peut plus se fier à rien. On comprend parfaitement pourquoi Montaigne a écrit les essais dans ce contexte. C'est-à-dire, les essais, c'est aussi un manuel de survie dans un monde qui est devenu une branloire où on ne peut plus se fier à rien. Et surtout, on comprend aussi, en creux, pourquoi l'État en France, l'État absolutiste au XVIIe siècle, a joué ce rôle de restabilisation sur tous les sujets d'ailleurs, parce que sur la langue, l'Académie française et l'invention du dictionnaire, c'est une institution qui va redonner aux mots leur sens. C'est un livre magnifique, c'est une nouvelle perspective sur les guerres de religion, Survivre de Jérémy Foa aux éditions du Seuil. Sur le calvinisme aussi. Nicole Nisotto. Oui, alors moi je vais recommander un roman américain d'un écrivain formidable qui s'appelle Richard Ford, qui écrit depuis 40 ans l'histoire de Frank Bascombe. Frank Bascombe, pardon, j'ai pas donné le titre du roman, ça s'appelle Le Paradis des fous et ça vient de sortir, en traduction bien sûr, aux éditions de l'Olivier. Et Frank Bascombe est un agent immobilier typique de la classe moyenne américaine que l'on suit donc pendant 40 ans et il est surtout doté d'un sens de l'autodérision, d'un humour noir qui est absolument formidable. Et donc ce dernier roman, parce que on a suivi toutes ces aventures banales d'un homme de la middle class américaine, il a eu d'ailleurs Richard Ford a eu le prix Pulitzer en 96 pour un roman exceptionnel qui s'appelle Indépendance. Et dans ce dernier roman, Frank Bascombe, qui a 74 ans, retrouve son fils de 47 ans. Son fils vient d'apprendre qu'il a une sclérose en plaques et que donc il est condamné. Et ils décident tous les deux, après s'être ignorés pratiquement pendant toute leur vie, de faire un road movie, de partir avec leur break, de partir sillonner les États-Unis, mais les États-Unis moches, les États-Unis des motels, des pom-pom girls, enfin tout ce qu'il y a de plus
plus banal et vulgaire. Ils le font exprès aux États-Unis. Et c'est un road trip absolument exceptionnel, encore une fois, d'une autodérision géniale. Et on voit, parce que c'est un agent immobilier, donc il retourne dans les anciennes villes où il a vendu des villas, où il a racheté des villas. On voit petit à petit la déliquescence à partir de la crise de l'immobilier de cette middle class américaine. C'est vraiment un roman très très fort. Marc-Olivier Padis. Moi aussi, je recommande un roman américain d'un romancier contemporain qui s'appelle Ron Rash, qui est traduit chez Gallimard dans la collection La Noire. Une tombe pour deux, c'est une histoire d'amour. On s'y attend pas trop dans la collection La Noire, mais ça se passe dans une petite ville de Caroline, j'y arrive, du Nord. C'est joli, la Coraline du Nord. C'est pas mal. J'invente des nouveaux États. C'est mieux que la Moraline. C'est mieux que la Moraline, ouais, c'est peut-être ça que j'avais en tête. Et donc, dans les années 50, voilà, c'est un jeune homme qui est envoyé soldat en Corée et qui doit quitter sa jeune épouse qui était enceinte, qu'il a épousée à l'insu de ses parents, et il revient, ça je peux le dire parce qu'au début du roman, blessé de Corée, et ses parents montent un plan absolument terrible pour l'éloigner de cette jeune épouse dont il n'accepte pas le mariage. Et donc, c'est une histoire d'amour exclusif, possessif, contre l'amour et l'amitié, et donc dans une Amérique étouffante et pourtant rachetée par la force des paysages et l'obstination taciturne des êtres qui font le bien sans jamais se mettre en avant. Je vous remercie, je remercie... Très optimiste, nos brèves. Oui, c'est que des brèves gaies les unes après les autres. Je remercie l'école alsacienne qui nous accueille pour la 8e année. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Benoît Carré, qui assure chaque semaine le compendium, tandis que Nicolas Tourneau veille au site et Olivier Magloire aux plateformes de financement. Je remercie Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui nous produit, Arnaud Galabé et Fabrice Gros qui ont enregistré cette conversation. Je remercie le public venu nombreux en dépit du marathon de Paris à l'école alsacienne et avec qui nous allons maintenant échange que vous retrouverez sur notre site et si vous vous êtes abonné, dans votre téléphone ou votre ordinateur, pas plus tard que mercredi prochain. Merci beaucoup.